Pour revenir sur le CHSLD Héron, il y a 2 résidents qui sont morts des suites de la COVID-19 dans ce CHSLD et 8 cas ont été confirmés. La résidence privée a été mise sous tutelle et ce sont maintenant en fait des employés du CIUS de l'ouest de l'île de Montréal qui ont pris les soins des patients en charge. On a eu des témoignages également ce matin de membres de famille qui n'ont malheureusement pas pu donc être aux côtés de leurs proches avant qu'ils décèdent. Le premier ministre sera certainement également questionné sur la réouverture possible des écoles. Ça, vous avez été plusieurs à réagir depuis hier lorsque M. Trudeau a parlé de cette possibilité d'ouvrir donc les écoles et les services de garde avant le 4 mai. Possibilité donc qui suscite énormément de réactions, d'inquiétudes également de la part des parents et du personnel enseignant. D'ailleurs, il y a une pétition qui circule depuis hier contre la réouverture des écoles. Elle a recueilli plus de 135 000 signatures en moins de 24 heures. Imaginez à quel point, donc, il y a des gens qui s'opposent à cette possibilité. Est-ce que M. Legault va reculer? Il faut dire qu'hier, il ne s'est pas engagé, il n'a pas annoncé non plus à ce qu'il y ait donc reprise d'écoles et des cours avant le 4 mai. Il a dit que c'était une possibilité et qu'aucune décision ne serait prise sans l'autorisation et l'aval de la santé publique du Québec. Un peu plus tôt, à Ottawa, les partis fédéraux se sont entendus pour adopter le projet de loi C-14. C'est ce projet de loi qui vise, en fait, à donner des subventions salariales aux entreprises canadiennes. Il y a eu des tractations au cours des derniers jours entre les différents partis d'opposition et le gouvernement, et il y a eu une entente. Mais c'est au cours des prochaines heures que, concrètement, en fait, l'adoption de ce projet de loi devrait se faire. M. Trudeau s'est adressé aux députés. Peu de députés, il faut dire, qui sont réunis à la Chambre des communes aujourd'hui. Ils sont une trentaine, en fait. C'est donc une Chambre des communes réduite. Alors, M. Trudeau a rappelé aux Canadiens qu'il faut être fort pendant cette crise. Mathieu Goyer, vous avez suivi comme moi ce point de presse. C'était pas le point de presse, pardon. Enfin, il y a eu le point de presse avant avec la vice-première ministre, mais il y a eu cette allocution en Chambre. Le gouvernement et les partis d'opposition qui, visiblement, là, se sont bien entendus sur l'importance d'offrir des subventions salariales pour que les entreprises puissent donc payer les employés et les réembaucher au besoin. Voilà, comme ça, le gouvernement a envoyé en début de semaine, lundi, pour être plus précis, des copies déjà de son projet de loi pour s'assurer qu'une fois rendu en Chambre, les choses allaient se dérouler rondement. Et c'est ce qu'on devrait voir aujourd'hui pour qu'effectivement l'argent se rende le plus rapidement possible aux employeurs pour qu'ils puissent retenir leurs employés. C'est vraiment ça l'objectif du gouvernement fédéral, Michel. Conserver le lien d'emploi entre employeurs et employés. Donc, d'ici 2 à 5 semaines au maximum, les employeurs qui en feront la demande pourront recevoir cette subvention fédérale de 75 % du salaire de leurs travailleurs. Ça va aller, on va couvrir comme ça jusqu'à 847 $ par semaine pendant 12 semaines, pendant 3 mois. Alors, c'est comme ça qu'on va fonctionner. Les partis d'opposition, donc, sont d'accord sur le principe. On s'est aussi entendu sur plusieurs détails comme ça. Chacun des partis d'opposition qui est allé de suggestions, que ce soit pour aider davantage les PME, couvrir plus de Canadiens également, avec l'autre prestation, la prestation canadienne d'urgence. C'est comme ça qu'on est arrivé à une entente. Prestation canadienne d'urgence, qui, on l'a vu, a été très populaire cette semaine. Alors, plusieurs personnes se sont inscrites. Alors, merci beaucoup, Mathieu. On va tout de suite, donc, aller écouter ce que M. Legault, M. Arruda et la ministre de la Santé, Danielle Mécan, ont à dire. On écoute. Messieurs, chers collègues, bienvenue à cette conférence de presse pour faire le point sur la situation au Québec quant à la COVID-19. Le premier ministre du Québec, M. François Legault, est aujourd'hui accompagné de la ministre de la Santé et des Services sociaux, Mme Danielle Mécan, et du directeur national de santé publique, Dr. Horacio Arruda. Donc, Monsieur le premier ministre, à vous. Oui, merci. Bonjour tout le monde. On a appris à 20 h hier soir qu'il y aurait eu 31 décès à la résidence privée Héron à Dorval, dans l'ouest de Montréal. On n'a pas jusqu'à présent toutes les informations, mais voici les informations qu'on a. On vous les donne toutes. D'abord, le 26 mars, il y a eu un premier patient qui est envoyé à l'hôpital général juif, qui est testé positif pour la COVID-19, puis il est décédé.
Le 29 mars, donc 3 jours plus tard, le CIUS a eu des communications avec la résidence Aaron et a décidé de visiter l'établissement. Bon, ils ont tout de suite constaté qu'il y avait des graves problèmes. Même on avait parlé dans certains médias. Il y avait une bonne partie du personnel qui avait abandonné le centre. Donc, à compter du 29 mars, le CIUS de l'Ouest de Montréal a envoyé du personnel pour soigner les patients, prendre soin des patients. Par contre, ils n'ont pas eu la collaboration de la part de la propriétaire de la résidence Aaron. Et ils ont été obligés de demander une ordonnance pour avoir accès finalement au dossier des patients. Pardon. Donc, c'est hier soir, à 20 heures, qu'ils ont pu enfin prendre connaissance des dossiers des patients. Et c'est donc hier soir, à 8 heures, qu'ils ont vu que depuis le 13 mars, il y avait eu 31 décès. Donc, c'est une résidence d'à peu près 150 personnes. Évidemment, c'est énorme, 31 décès en quelques semaines. Pour l'instant, on ne sait pas combien sont décédés de la COVID-19. On sait qu'il y en a au moins 5, mais là, on n'a pas les informations pour les 26 autres patients qui sont décédés. Donc, on a d'abord la santé publique et le ministère de la Santé ont déclenché une enquête. Le ministère de la Santé et la Sécurité publique ont aussi demandé une enquête policière. Pardon. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est toujours dans les recherches. La propriétaire de la résidence Aaron est aussi propriétaire de quelques autres résidences. Et on est en train de faire la liste. Puis toutes ces résidences-là vont être visitées. Et d'ailleurs, on a au Québec 40 CHSLD privés non conventionnés. On a demandé de toutes visiter ces résidences, donc aller s'assurer que tout est sous contrôle. Bon, quand j'ai appris la nouvelle, c'est pour ça que j'ai décidé, je ne devais pas être présent aujourd'hui, mais je veux venir dire aux Québécois d'abord que c'est épouvantable ce qui est arrivé à la résidence Aaron et qu'on va évidemment s'assurer non seulement à cette résidence-là, mais dans toutes les résidences qu'on s'occupe bien pardon, de nos aînés. Et on est en train de transférer du personnel des hôpitaux vers les résidences, mais je veux dire aux Québécois là, que je trouve que c'est pas acceptable la façon dont on traite nos aînés au Québec. Ça fait longtemps qu'on sait qu'il manque du personnel dans les CHSLD, que le personnel n'est pas assez bien payé, en particulier au privé. On a ajouté des ressources au cours de la dernière année, mais pas fier là, de voir ce qui se passe dans nos CHSLD. Puis évidemment, on va commencer par gérer la crise là, actuellement, mais quand la crise va être sous contrôle, je veux qu'on revoie toutes nos façons de faire dans les résidences pour les personnes âgées. On doit ça à nos aînés, de s'occuper, de les soigner avec dignité. Puis moi, je veux donner ma parole aux Québécois, là, qu'on va poser les actions nécessaires pour qu'à l'avenir, dans nos résidences, on s'occupe bien de notre monde. Vous savez qu'on a déjà ce projet de faire des maisons des aînés où il y a plus d'espace, où au total, il y a moins de résidents, où il y a plus de personnel, du personnel mieux payé. Mais je veux juste donner ma parole aux Québécois, là, qu'il faut tous ensemble tirer des leçons sur la façon insuffisante dont on s'est occupé des aînés au cours des dernières années. Je vous donne le bilan de la journée. On a aujourd'hui 48 nouveaux décès, donc un total de 289.
Je veux évidemment offrir toutes mes condoléances aux familles, aux proches des victimes. On a maintenant 12 292 cas confirmés. C'est une augmentation de 615. Par contre, sur le côté des hospitalisations, on a 778 personnes hospitalisées, donc une augmentation de seulement 45, et 211 personnes aux soins intensifs, une augmentation de 25. Donc, comme vous le voyez, dans les hospitalisations, la situation est sous contrôle. Évidemment, il faut aller s'occuper des CHSLD et des résidences de personnes âgées. Tant qu'à être ici aussi, je vais en profiter pour revenir sur la question de la réouverture des écoles. Là, je veux être peut-être plus précis pour rassurer les parents. J'ai vu hier soir, entre autres, beaucoup de parents étaient inquiets sur le retour à l'école, que ce soit avant ou après le 4 mai. Moi, je veux juste vous dire, là, je ne donnerai pas le OK pour réouvrir les écoles. D'abord, tant que je n'aurai pas l'accord de la santé publique, puis tant que moi, là, je vais me dire, est-ce que les enfants sont en sécurité? Moi, la journée qu'on va réouvrir les écoles, c'est parce que j'aurais été prêt à envoyer mes propres enfants. Là. Donc, il n'est pas question de faire aucun compromis. Oui, j'ai été transparent. On regarde différents scénarios avec différentes dates avant, pendant, après le 4 mai, mais il n'y a absolument rien de décidé. Puis il va y avoir un seul critère, c'est la santé. La santé, c'est pas l'économie, c'est la santé des Québécois qui va primer pour décider quand on réouvrira les écoles. Évidemment, on va suivre chacune des journées qui s'en vient, chacune des semaines qui s'en vient, quelle est la situation de la contamination, et on va prendre une décision qui est dans l'intérêt de nos enfants. Nos enfants, c'est ce qu'on a de plus important. Peut-être un mot sur les médicaments. Bon, les équipements de protection, ça va bien. La situation s'améliore, puis on a de l'aide, entre autres, de certaines provinces, là, que je nommerai pas, mais que on pourra vous en dire un peu plus là, au cours des prochains jours. Mais on a un problème du côté des médicaments. Donc, j'aime mieux être transparent. Là, il y a une vingtaine de médicaments où on en a peut-être pour à peu près une semaine, où il y a des difficultés d'approvisionnement. Donc, évidemment, il y a des substituts pour certains médicaments. On parle avec le fédéral, avec les autres provinces, pour voir comment on peut trouver des solutions. Mais je voulais quand même dire, comme je l'ai fait depuis le début, toute la vérité à la population. Il y a certains médicaments là, où on a des inquiétudes. Donc, je termine en vous répétant, d'abord, à court terme, on va tout faire pour bien s'occuper de nos aînés. Puis, par la suite, on va prendre les mesures nécessaires pour que tous nos aînés au Québec, que ce soit dans des résidences publiques ou privées, soient traités avec dignité. Merci tout le monde. Merci. Maintenant en anglais. Yeah. Good afternoon. Bon après-midi. Je suis ici à cause de ce que nous avons appris hier soir à propos d'une situation dans une résidence pour aînés privée de l'ouest de Montréal. Hier soir, à 20h, nous avons appris que depuis le 13 mars, il y a eu 31 décès à la résidence Heron, qui héberge environ 150 personnes. Sur ces 31 décès, nous avons eu la confirmation qu'il y a au moins 5 de ces décès qui sont dus à la COVID-19. Les autorités de la santé publique font enquête et nous avons également demandé une enquête policière. Voici les faits que nous avons en main. Le 26 mars, un premier patient a été envoyé à l'hôpital général juif pour être testé
et il s'est avéré que c'était un cas de COVID-19 et cette personne est décédée. Le CIUS a alors communiqué avec la résidence et a fait une visite sur place le 29 mars. La plus grande partie du personnel à ce moment avait quitté cette résidence. Donc le CIUS a envoyé du personnel pour prendre soin des résidents. La propriétaire de la résidence a refusé de donner accès au dossier et ça n'est qu'hier soir à 20 h que nous avons appris que le nombre des décès depuis le 13 mars s'élevait à 31. La même personne est également la propriétaire d'autres résidences pour aînés au Québec et nos équipes font enquête. Nous avons également ordonné une vérification immédiate des 40 résidences pour aînés privées au Québec. Merci. Les questions en français. Nous allons débuter aujourd'hui avec Alex Boissonneau de Radio-Canada. On a des témoignages, bonjour d'abord, on a des témoignages de médecins, de personnes dans le réseau de la santé qui nous laissent entendre que là, il y a une situation qui est atypique au Québec, c'est le moins qu'on puisse dire, et qui pourrait laisser croire qu'il y en a d'autres CHSLD Aaron. Et qu'il y a même peut-être des problèmes qui dépassent les CHSLD, qui seraient dans le ministère de la Santé, des gens qui sont à bout de souffle, qui rapportent des situations qui seraient particulièrement difficiles. Dans quelle mesure on peut avoir la certitude qu'il n'y en a pas d'autres situations comme celle-là, qu'on n'apprendra pas qu'il y a un autre CHSLD privé, par exemple, où les patients sont traités de cette façon-là? Est-ce qu'on fait seulement réagir à ce qui se passe ou on est au-devant de la vague, là? Je vais commencer une réponse en vous disant qu'à chaque matin, on a la liste complète de chacun des CHSLD avec le nombre de cas confirmés, le nombre de décès. Ici, les informations ont été cachées. Donc, évidemment, c'est difficile d'être inquiet d'un CHSLD qui nous cache une situation. Nous, on pensait qu'il y avait quelques décès, quelques cas confirmés. Mais je peux vous dire qu'un suivi, comme je l'ai dit tantôt, on a demandé ce matin à ce que les 40 CHSLD privés non conventionnés soient visités, donc dans les prochaines heures, pour s'assurer qu'il n'y a pas d'autres résidences Aaron ou du type de la résidence Aaron au Québec. Et l'équipe de Daniel continue de suivre la situation de très près. Là. Puis à moins qu'on ait des informations manquantes, on est capable de voir où sont les cas critiques. On vous en a donné 6 d'ailleurs il y a quelques jours. Mais on prend les décisions en fonction des informations qu'on a. Ce que je veux ajouter en complément de M. le Premier ministre, c'est qu'aujourd'hui même, là, on envoie des équipes là, qui vont vérifier sur place les 40 centres d'hébergement privés au Québec. Alors, on veut faire des vérifications, on veut les aider s'ils ont besoin. Alors, ça, c'est fait aujourd'hui même. Moi, je vais avoir un rapport à la fin de la journée. Et on veut aussi, vous savez, on investit, on a donné 40 millions de budget là, pour les CHSLD privés. On veut qu'ils investissent puis qu'ils ajoutent du personnel. Alors, on va les aider là-dedans. On a fait la même chose pour les ressources intermédiaires. On a 400 ressources intermédiaires pour les personnes âgées. On veut les aider à trouver le personnel, à ajouter des ressources, mais on va faire des vérifications, effectivement, et ça va être fait là, à très, très court terme. On veut avoir un rapport, on veut savoir qu'est-ce qui se passe dans ces résidences et ces ressources. On va avoir toute l'information. Question? Dans ce contexte-là, considérant que le Québec est peut-être la province la plus durement frappée par l'épidémie en ce moment, si on regarde les chiffres, on se démarque négativement par rapport aux autres provinces, pour ce qui est du nombre de morts par habitant, par exemple. Est-ce qu'il n'est pas là le talon d'Achille, plus que dans la semaine de relâche, par exemple? Est-ce que ce n'est pas la situation critique qui prévaut dans les CHSLD depuis un certain nombre de jours qui explique le fait que le Québec se démarque comme ça du reste de la Fédération? Bon, d'abord, je veux vous dire que quand on se compare, là, à part l'Ontario, on a beaucoup moins de décès que, par exemple, aux États-Unis ou dans les pays en Europe où il y a des grandes villes de la taille, disons, de Montréal.
La seule province vraiment là, qui a une grande ville, c'est l'Ontario avec Toronto. Bon, il y a peut-être un peu Vancouver, mais qui ont eu aussi pas mal de décès. Mais quand on se compare avec les États-Unis puis en Europe, on a moins de décès, incluant les décès dans les CHSLD, les résidences de personnes âgées. Puis comme je l'ai déjà dit, on s'attendait quand même à ce qu'il y ait beaucoup de décès dans les CHSLD, parce que dans les CHSLD, on a les personnes qui sont âgées et qui sont malades. Donc, c'est normal qu'on ait plus de personnes, parce que plus vulnérables, qui décèdent dans ces résidences. C'est à peu près 70 % des décès. Mais je ne pense pas que ça soit différent de pays qui ont le système comme le nôtre. Prochaine question, Louis Lacroix, Cogeco Nouvelles. Monsieur le Premier ministre, Mme McCann, M. Arruda, sur justement la situation de Aaron, bon, vous dites que la sécurité publique a été, en fait, va enquêter. Est-ce que c'est votre gouvernement qui a demandé, en fait, je pense que c'est la SPVM là, qui va faire l'enquête là-dessus, les crimes majeurs de la SPVM. Est-ce que c'est à la demande du gouvernement qu'il y a une enquête criminelle là-dessus? Oui, c'est à la demande du ministère de la Santé et du ministère de la Sécurité publique. En sous-question, vous avez dit tout à l'heure que vous voulez tout faire pour faire en sorte que dorénavant, les personnes âgées soient mieux traitées dans notre société. En marge de la pandémie, ce que vous avez fait, c'est que vous avez amélioré les conditions de travail, entre autres des préposés aux bénéficiaires, leur avez accordé des primes, etc. Est-ce que vous pouvez les assurer, ces gens-là, que ces primes-là vont rester après la crise et qu'ils ne vont pas se retrouver exactement dans la même situation qu'ils étaient avant d'entrer dans cette crise-là? Oui, moi je peux leur donner une certaine assurance, parce qu'effectivement, là, on avait dans nos CHSLD privés des gens qui gagnaient, par exemple, 13 $ de l'heure pour s'occuper de nos aînés. Donc, c'est pour ça qu'on a donné un boni de 4 $ de l'heure. C'est longtemps qu'on sait un problème, qu'on connaît ce problème-là. Je parle de plusieurs années. Dans les CHSLD publics, les employés sont plus à 20 $ de l'heure et plus. Donc, il y a un écart de ce côté-là. Puis on ne peut pas dire, bien ça, c'est le privé, on ne s'en occupe pas. C'est quand même nos aînés. C'est pour ça que je dis, moi, là, je trouve ça inacceptable, puis il faut changer ça. Mais évidemment, ça suppose aussi d'avoir plus d'espace. Donc, quand on parle de construire des maisons des aînés, bien, c'est sûr qu'on ne peut pas, du jour au lendemain, offrir aux gens. Le concept qu'on veut, là, c'est d'abord de ne plus avoir là, des centres là, qui ont plusieurs centaines de résidents, que ce soit des plus petits centres avec plus d'espace par résident, d'être capable, quand il arrive une situation de crise, d'avoir une zone chaude, une zone froide, d'être capable d'avoir plus de personnel, du personnel compétent qui est bien payé. Donc, c'est tout ça qu'on va regarder éventuellement là, dans les maisons des aînés, puis dans la rénovation des CHSLD actuels. Puis, bon, là, pour l'instant, c'est difficile d'agir à court terme parce qu'il nous manquerait de l'espace pour faire ce qu'on veut faire. Mais, en complément, ce qu'on fait actuellement, là, il y a beaucoup de choses qui vont rester. On envoie du renfort, beaucoup de renforts là, actuellement, puis ça va continuer. La semaine prochaine, on a les gens de l'éducation. Bon, évidemment, ils vont retourner éventuellement à leur emploi d'origine, mais pour le moment, là, pour le temps qui vient, ils vont nous aider. Des gens de l'éducation qui arrivent là, en renfort dès la semaine prochaine. On réorganise les équipes. Et on veut que ce soit le plus étanche possible entre zone froide et zone chaude. Ça, c'est déjà fait. Mais on veut aussi, encore une fois, que les gens n'aillent pas d'un édifice à l'autre et d'une unité à l'autre. Alors ça, c'est des façons de faire qu'on va garder. Et ça va nous aider même dans la saison de l'influenza. Parce que là aussi, on a un virus qui se propage. Et il y a aussi toute la couverture médicale. La couverture médicale. Nos médecins de famille. Et là, il y en a 450 qui viennent nous aider maintenant. Et là, il y a des nouvelles façons de faire. On peut être sur place, on peut être par téléphone, on peut faire de la téléconsultation. Mais là, il faut voir à tout ce monde-là. Il faut voir aux gens qui sont dans les CHSLD, mais aussi dans les résidences pour personnes âgées autonomes et dans les ressources intermédiaires. Puis là, on est en train de mettre sur pied des moyens de télécommunication. On veut que nos personnes aînées aient une couverture médicale suffisante, adéquate. Alors, c'est là-dessus qu'on travaille
Et c'est sûr qu'après la crise, on va vouloir garder beaucoup de ces transformations qu'on est en train de faire. Là, on va gérer la crise. Merci. Maintenant, si je peux me permettre, Marc-André Gagnon, du Journal de Québec, Journal de Montréal. À la lumière de cette histoire, cette situation, vous qualifiez vous-même, Monsieur le Premier ministre, d'épouvantable, et à raison, au CHSLD Héron. Est-ce que votre gouvernement, parce que vous parlez de l'avenir, pourrait, par exemple, mettre en place un système d'inspection plus régulière, là, non seulement dans les CHSLD, mais dans l'ensemble des résidences pour aînés? Et pourquoi ne pas mettre en tutelle là, les autres résidences qui sont la propriété, là, donc des gens qui sont en charge, qui étaient en charge du CHSLD Héron? Bon, d'abord, je vous rappelle, là, avant toute la crise de la COVID-19, rappelez-vous Marguerite Blais, qui a visité plus d'une centaine de résidences, qui nous disait qu'il y a beaucoup de travail à faire dans plusieurs résidences. Donc, évidemment, là, puis je pense qu'il ne faut pas séparer public-privé. Il faut regarder comment on peut, bon, d'abord, évidemment, mieux financer. C'est sûr que si on finance mieux, malgré que les gens payent des loyers très élevés dans des résidences comme Héron, là. Donc, il faut être capable de s'assurer que les services soient donnés, que le personnel soit embauché, que le personnel compétent soit embauché, bien payé. Il y a tout un chantier. Rappelez-vous, la dernière campagne électorale, c'était un de nos engagements importants avec les maisons des aînés, de revoir complètement la façon dont on soigne nos aînés dans les résidences. Donc, c'est un chantier qu'on ne pourra pas réaliser en quelques mois, même en quelques années, mais il faut complètement revoir les façons dont on donne les services dans ces centres. Merci. Vous avez fait référence tout à l'heure à vos propos qui ont soulevé beaucoup de commentaires concernant la fermeture éventuelle des écoles. Il y a aussi un autre élément qui a donné place à une certaine confusion hier concernant l'annulation des événements culturels et sportifs jusqu'à la fin août. D'abord, pourquoi ne pas avoir fait cette annonce-là vous-même hier pour éviter justement qu'il y ait de la confusion alors que votre gouvernement a plutôt procédé par voie de communiquer? Il y a plusieurs questions qui sont demeurées sans réponse. Est-ce que c'est possible pour vous aujourd'hui de clarifier la situation concernant les événements sportifs et culturels? Bon. Ce qu'on a dit hier, c'est que les événements importants, culturels, les festivals, vont être annulés jusqu'au 31 août. On pense que c'est pas réaliste de mettre des milliers de personnes les unes sur les autres avec la situation qu'on connaît aujourd'hui. Maintenant, les événements sportifs, là, je pense qu'Isabelle Charest l'a expliqué un peu, s'il y a un tournoi de baseball, aussi il y a un match de tennis, est-ce que ces événements-là peuvent penser se tenir, disons en juillet ou en août, avec les consignes qu'on aura à ce moment-là? Là, on a des consignes aujourd'hui du 2 mètres, mais il y aura des consignes qui vont évoluer dans les prochains mois. Donc, est-ce que c'est possible que, par exemple, certains événements sportifs puissent se tenir en respectant la règle du 2 mètres, par exemple? Il ne faut pas totalement exclure ça. Mais moi, je pense que c'est important d'envoyer le message aux grands organisateurs de grands événements, de dire arrêtez de dépenser de l'argent pour organiser ça. Là, on ne pense pas que vous allez être capable de tenir ça là, d'ici le 31 août. Donc, c'est ça l'idée. Puis l'idée des événements plus petits, les événements sportifs, tu sais, je pense au hockey, là, dans les jours avant le confinement, il y avait des matchs de hockey, mais sans personne dans l'aréna. Bon, est-ce que c'est pensable de revoir ça? Moi, je ne veux pas rien exclure, mais c'est certain là, qu'on n'ira pas mettre des milliers de personnes dans un festival d'ici le 31 août.